Voilà, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir convié pour cette journée pour vous parler donc des infections dans ce contexte d'arthrodèse rachidienne. Donc chez les patients de polyhandicap, en ce qui concerne la colonne vertébrale, évidemment, on va être confronté à une population de patients un peu différente en termes de handicap. Dans la littérature anglo-saxonne, par un peu abus de langage, ils sont souvent appelés porteurs de scoliose neuromusculaire, mais évidemment, ça inclut beaucoup plus largement toutes les scolioses secondaires, les infirmes moteurs cérébraux, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour préciser de quoi on va parler. Donc évidemment, le gold standard de la prise en charge de ces patients porteurs de scoliose secondaire, c'est l'arthrodèse. L'arthrodèse qui nécessite, comme vous le voyez, des abords extensifs qui permettent d'abord de réaliser une greffe. Sur la photo de gauche, c'est une photo un peu historique des greffes qu'on faisait avec des baguettes tibiales pour pouvoir faire fusionner la colonne vertébrale et donc fixer la colonne vertébrale dans cette position et éviter la progression de la scoliose. Et puis il y a tout un tas de matériel qui ont été développés après pour corriger au moins partiellement la déformation avant de réaliser cette greffe osseuse qui permet d'obtenir la fusion. Mais ça nécessite toujours évidemment des abords très étendus et donc on est exposé à un taux d'infection évidemment important. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la scoliose idiopathique, le taux d'infection est de moins de 2% globalement dans la littérature. Et lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement à ces patients polyhandicapés, les taux d'infection sont très disparates dans la littérature, de 2 à 56%. Alors c'est énorme ce gap. En réalité, globalement, le taux dans notre expérience, il est aux alentours de 30%, donc il est excessivement plus élevé que pour les scolioses standards, bien sûr. Et cela, ça tient évidemment au contexte de ces patients en particulier. Ce qu'il faut noter, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on reprend toutes les études entre 2000 et 2015, on n'a noté strictement aucune amélioration de ce taux sur cette période-là. On n'a fait malheureusement aucun progrès. Voici un exemple d'une patiente qu'on a traitée récemment dans le service, qui était initialement opérée à Garches, justement, en 2011, et puis qui a commencé à faire une infection un peu chronique avec une réaction sur une vis iliosacrée. Et c'est évidemment des patients qui sont très fragiles, difficiles à endormir, où l'anesthésie générale va être extrêmement complexe à gérer, le réveil aussi, et donc on est toujours un peu frileux à adresser des chirurgies lourdes, itératives pour ces malades-là. Et cette patiente a donc été finalement réopérée avec une ablation d'une vis iliosacrée qui était manifestement le siège d'une infection chronique à cet endroit-là 3 ans plus tard. Et puis elle a vécu comme ça pendant près de 10 ans avec des fistules qui coulaient, qui se refermaient, etc. Jusqu'à ce que finalement on se décide à organiser le traitement ad hoc, c'est-à-dire l'ablation complète de matériel qu'on a réalisé récemment. Et donc pour l'instant, elle n'a pas fait de récidive infectieuse. On est au-delà du traitement antibiothérapeutique post-opératoire. Alors évidemment, on a essayé de travailler un petit peu à réduire ce taux d'infection dans le service puisqu'on s'occupe beaucoup de cette typologie de patients. Et on a donc développé avec l'équipe de Necker une technique euh, dite mini-invasive pour espérer réduire ce taux d'infection en limitant ces abords extensifs. Alors, je vais vous présenter les résultats de la première étude qu'on a fait, nous, dans le service, à l'issue de la mise en place de cette nouvelle technique. C'était une étude donc monocentrique prospective, où on a inclus donc, des patients polyhandicapés pour une chirurgie de scoliose, opérée avec cette technique bipolaire. Donc, et c'est une étude comparative à la cohorte de patients qu'on a opérés sur la période précédente. Je ne sais plus, c'était entre voilà, 2005-2015 pour donc les patients qu'on a inclus ou qu'on avait opéré d'arthrodèse classique, le groupe de gauche, comparé donc à cette technique bipolaire, le groupe de droite. Quelques mots sur la technique. Donc, les patients étaient tractés en préopératoire pour ceux qui pouvaient supporter cette traction et pour les scolioses les plus importantes. Et puis, la chirurgie était réalisée par 2 voies d'abord et non plus une grande voie d'abord médiane qui permet de réaliser, et les tiges
pour la correction sont implantés en sous-facial et on réalise les manœuvres de correction par la cicatrice inférieure. Donc l'ancrage proximal, il est fait à l'aide de pinces pédiculo-suslamaires, comme vous le voyez ici sur cette diapositive. Et on a développé une tige particulière qui permet donc, c'est une tige connecteur, qui permet d'isoler complètement l'ancrage supérieur et de répartir les contraintes sur tout le bloc de fusion supérieure pour éviter les contraintes trop importantes à la jonction entre la grande tige qui va faire la correction et cet ancrage supérieur. Et à la partie inférieure, on utilise ces vis iliosacrées qui avaient été développées à l'époque par Monsieur Dubousset, que probablement vous connaissez tous, qui permet de réaliser des corrections très importantes parce que ça réalise un ancrage très puissant dans le bassin. Et donc, ça nous permet de nous affranchir de réaliser des arthrodèses où on va implanter énormément de matériel et donc ces grands abords. Vous voyez ici l'exemple de l'implantation d'une vis iliosacrée sous contrôle de la navigation qu'on utilise maintenant pour sécuriser la mise en place de ces tiges parce que c'est des patients qui présentent des bassins très dysplasiques et donc c'est souvent très difficile d'arriver à trouver des corridors en toute sécurité. Alors voilà les résultats principaux. Il y a deux choses à noter sur les données démographiques qui sont quand même assez parlantes. Bon, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes concernant les données épidémiologiques standards, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est sur le nombre de patients inclus. Dans le groupe rétrospectif Arthrodèse standard entre 2005 et 2015, sur une période de 10 ans, on avait inclus 15 patients, opéré 15 patients. Sur la période 2016-2020, donc 2 fois moins longtemps, plus du double de patients, 31 patients. En fait, ça tient au fait que non seulement, c'est ce que je vais vous présenter, l'espoir de diminuer le risque infectieux était très important, mais surtout, ça a énormément amélioré les complications médicales auxquelles étaient sujets ces patients en post-opératoire. Et donc, on a pu adresser cette chirurgie à un nombre de patients beaucoup plus important et dans des situations beaucoup plus précaires. C'est des patients qu'avant on récusait énormément parce qu'on savait que la chirurgie était trop à risque. Voilà, donc ça c'est quelques données pour illustrer ce que je viens de dire. Des pertes sanguines divisées par 2 dans le groupe chirurgie mini-invasive et une correction globalement équivalente, en tout cas sur l'équilibre global et la courbure principale. Ici, c'est un exemple d'un des premiers patients qu'on a opéré. C'était une paralysie cérébrale très agitée, avec ce montage bipolaire typique tel qu'il avait été développé initialement à Necker chez des patients pédiatriques. Ou alors encore cet exemple d'une dystrophie musculaire familiale avec une déformation très importante chez un patient marchand. Voilà, donc les complications médicales drastiquement réduites de manière significative entre les deux groupes, c'est ce que je viens de vous dire. Alors nous, on a une population de patients un peu plus âgés. On est un centre de chirurgie adulte, donc on prend les patients en charge à partir de 12 ans, en réalité 12-13 ans. Mais donc c'est plutôt des grands enfants ou des jeunes adultes plus qu'à Necker. Et donc on a été confronté à des complications mécaniques puisqu'on ne réalise pas d'arthrodèse. Et donc le but de cette technique, c'est de compter sur l'ankylose spontanée. Et je rebondis sur ce que vous avez dit. En fait, le fait d'immobiliser les patients, le fait de mettre du matériel, ça va induire une réaction d'ostéogénèse. Et on sait qu'on peut obtenir une ankylose spontanée, ce qui est le principe de l'arthrodèse. Mais ça demande plus de temps qu'avec une arthrodèse classique. Et donc, on a été confronté initialement à des ruptures de tiges. C'est pour ça qu'on a développé à Saint-Joseph ce montage à 4 tiges, dont on espère qu'il nous permettra d'obtenir l'ankylose complète sans arriver aux complications mécaniques. Donc ça, c'est le montage qu'on fait maintenant pour les plus grands patients, les patients marchands, les patients très spastiques, les patients très lourds. Ce type de montage à 4 tiges, là, c'est un exemple d'un syndrome de Rett avec cette déformation dont vous voyez la correction dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Voilà un autre exemple d'un patient, c'est le patient que vous avez vu en traction sur la diapo précédente, qui avait une encéphalopathie néonatale d'origine inconnue. Alors ce patient, c'était un patient marchand. Vous pouvez voir ici le résultat en pré- et post-opératoire. Alors évidemment, la correction n'est pas parfaite, mais cette technique, ça nous permet aussi de faire des retentions. Comme on ne fait pas une fixation définitive, on peut, dans des cas de correction imparfaite, réopérer ces patients pour réaliser des retentions de tiges. Mais comme pour les pompes, on sait qu'on augmente très nettement le risque infectieux quand on est obligé de réintervenir chez ces malades. Voilà, alors en ce qui concerne les infections, sur l'étude dont je vous parle là,
en fait, on a été extrêmement déçus parce qu'on n'a pas mis en évidence de différences significatives en termes de taux d'infection. Et ça a été une très grosse déception et on a été obligé alors, de réinterroger complètement nos pratiques, d'essayer de comprendre pourquoi on n'avait pas réussi à diminuer ce taux d'infection, ce d'autant que d'autres études, notamment réalisées par l'équipe de Necker et de la réanimation de Garches, notamment avec qui on travaille également pour le post-opératoire de nos patients, ont publié des papiers un peu sur le même type, plus ciblés sur les données réanimatoires, ont publié donc des papiers où ils mettent en évidence qu'ils ont réduit drastiquement le taux d'infection. Si vous regardez ce papier publié par l'équipe de Jean Bergougnou, le taux d'infection est passé pour un groupe de fusion standard à 34%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à 12,9%. Et donc on a eu un peu de mal à comprendre comment on pouvait avoir une telle disparité entre nos deux séries respectives. Et donc, on a un peu travaillé tout ça et mis en place maintenant depuis quelques années un parcours de soins optimisé pour ces patients spécifiquement, qui s'est fait un peu au fil du temps, qui s'est beaucoup implémenté d'énormément d'intervenants. Enfin, je vais vous détailler un petit peu ça. Je vous en dis un mot de manière un peu résumée pour que vous compreniez le travail qu'on a fait. Évidemment, c'est des patients qui sont adressés initialement à la consultation d'orthopédie, c'est donc moi qui les vois souvent, et donc c'est à ce moment-là qu'on pose l'indication chirurgicale sans présager ni d'une date opératoire, ni de la faisabilité de cette intervention, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont rentrer dans ce parcours de soins un peu dédié. Et à l'issue de ça, ça va déclencher une hospitalisation de semaine. Ils vont être pris en charge pendant 3 jours à l'hôpital Saint-Joseph dans mon service. Et là, ils vont bénéficier d'une évaluation multidisciplinaire qui fait intervenir énormément de spécialistes médicaux et paramédicaux, systématiquement les réanimateurs, les anesthésistes, également l'équipe de soins palliatifs qui fait un très gros travail sur la prise en charge de la douleur de ces patients spécifiquement, les nutritionnistes, les kinésithérapeutes, les cardiologues, les pneumologues, et puis à la demande, en fonction des pathologies spécifiques associées, les comorbidités associées que présentent ces patients, on peut avoir également recours aux endocrinologues, etc. Et à l'issue de cette évaluation, ça va soit déclencher la nécessité de réaliser d'autres investigations ou la mise en place de traitements préalables avant d'envisager l'intervention. Puis les dossiers de ces patients-là vont être discutés en consultation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va acter ou non la faisabilité de l'intervention et déclencher la date opératoire. Voilà, donc ça c'est quelques éléments assez spécifiques de ce protocole d'optimisation qu'on a mis en place à l'issue de ce travail. Donc en préopératoire, c'est essentiellement la correction des anémies préopératoires. On a déjà parlé des protocoles de décolonisation qu'on fait maintenant systématiquement. Il y a eu un gros travail de fait sur le screening de dénutrition chez ces patients-là, qui conduit à des mises en place de protocoles très spécifiques. Parfois, il y a une grosse proportion de patients qui arrivent avec une gastrostomie déjà en place et qui ont un long parcours de nutrition spécifique, mais pas tous. Et ça nous est arrivé de poser des indications de gastrostomie en vue de cette intervention et de décaler l'intervention chirurgicale à 6-8 mois, parce que même 3, 4, 5 kilos sur des très petits poids, c'est décisif en fait. Et puis, évidemment, tous les recherches de foyers infectieux dentaires, urinaires, qui sont faites de manière classique en orthopédie également. Un protocole d'antibiothérapie spécifique qui a été mis en place par notre clin avec une antibioprophylaxie dont on a décidé de la poursuivre 48 heures après l'intervention. C'est une différence de ce qui est fait pour les patients classiques. Alors, il y a une lutte au bloc drastique contre l'hypothermie. Ça a été un vrai changement de pratique parce qu'on utilise des couvertures spécifiques pour ces malades. Les anesthésistes nous font opérer dans une salle à 20 degrés. Nous, quand on opère au bloc opératoire, il fait 16 et sous la casaque, on a déjà chaud.
Et là, il faut opérer pendant 4-5 heures avec une température à 20 degrés pour avoir un malade qui va garder une température au-dessus de 37 pendant toute l'opération. Donc c'est un petit défi physique, mais auquel toute l'équipe chirurgicale s'est confrontée. Et puis des stratégies d'épargne morphinique. Une extubation en post-opératoire qui se fait systématiquement en unité de soins intensifs, donc soit chez nous pour les plus grands, soit donc à l'équipe de Garches où ils sont transférés à J1 directement en post-opératoire dans l'équipe de Jean Bergougnou essentiellement. Et puis une mobilisation la plus rapide possible en post-opératoire, une reprise d'alimentation aussi la plus rapide possible. Et des protocoles de soins de cicatrices post-opératoires qui ont été également modifiés. Voilà, donc on a fait de la même façon une étude comparative entre les patients qui avaient bénéficié de ce parcours de soins spécifique et notre première cohorte de patients opérés par la même technique de fixation bipolaire entre 2016 et 2020. Et donc je vous présente les résultats préliminaires. Là, c'est en cours d'écriture, ce papier. Donc 2 groupes de patients. Dans le groupe 1, 36 patients. Dans le groupe 2, 51 patients avec des étiologies qui sont globalement comparables et des types de déformations en termes de localisation et d'importance également comparables. Voilà, donc essentiellement des pathologies secondaires évidemment, des amyotrophies spinales infantiles, des Duchenne, beaucoup d'infirmes moteurs cérébraux, etc. Pas de différence significative, sauf sur l'âge. Vraisemblablement, les patients étaient un petit peu plus jeunes. Je pense que, en fait, Necker nous adresse de plus en plus de patients en passer le pic de croissance. Et donc, on a été amené à opérer des patients de plus en plus jeunes pour essayer de prendre le relais de Necker où ils ont un accès au bloc qui est un peu plus difficile. Et c'est probablement ce qui explique le fait que le groupe soit un peu plus jeune. Alors, une durée opératoire qui a diminué dans le groupe 2. C'est probablement lié à l'expérience de l'équipe aussi. Ça, c'est probablement aussi un facteur confondant sur les résultats que je vais vous présenter après en termes d'infection. Le saignement qui a été également diminué, ce qui est certainement lié au fait que les chirurgies durent un peu moins longtemps. Voilà. Une durée d'hospitalisation. Pardon ? Oui, une durée d'hospitalisation qui est réduite dans le groupe 2. Et puis voilà les résultats qu'on a mis en évidence sur cette étude. Alors bon, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est assez spectaculaire et on a été même assez surpris de ça en réalité. Et en fait, ça rejoint le fait que chez ces malades très spécifiques, il n'y a pas qu'un truc qui explique le fait qu'ils s'infectent beaucoup plus que les patients entre guillemets non handicapés. C'est évidemment multifactoriel et en fait, il faut travailler tous les petits détails du parcours de soins de ces malades-là pour arriver à ce résultat qui mérite encore d'être amélioré, bien sûr. La flore microbienne qu'on a mis en évidence, c'est souvent oui, assez fréquemment des flores polymicrobiennes. Et puis, les infections auxquelles on est confronté, c'est un peu la même chose que pour les pompes, hein, c'est-à-dire c'est essentiellement des infections aiguës qui surviennent dans les 2 mois avec l'infection typique qui survient au 21e jour, enfin c'est la 3e semaine. Voilà, et puis un cas d'infection très tardive. Voilà, pour conclure, là je vous présente une patiente issue de ce protocole-là, c'est un syndrome de Sjögren-Larsson, jeune fille de 17 ans, GMFCF4, donc qui garde quelques capacités de marche, mais qui était très handicapée par cette déformation et puis cette obliquité pelvienne très importante. Donc vous la voyez cliniquement ici en préopératoire. Elle a donc bénéficié de cette prise en charge. On lui a fait le montage qu'on a développé à Saint-Joseph là, par cette fixation avec ce montage à 4 tiges. Et vous la voyez ici marcher de manière autonome avec son cadre de marche à J21 post-opératoire. Alors c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est jamais comme ça avec les arthrodèses classiques. Voilà. Donc voilà, donc pour conclure, évidemment, c'est des chirurgies qui sont à très haut risque infectieux et en particulier chez ces patients polyhandicapés. Un taux classiquement rapporté de 20 à 30%, je crois que c'est le chiffre qu'il faut retenir sans exagérer. Et il est évidemment multifactoriel et c'est la raison pour laquelle
on insiste surtout à la lumière de ce qui est notre expérience maintenant sur cette prise en charge multidisciplinaire et sur cette gestion plurifactorielle de tous ces petits détails qui vont faire qu'on arrivera à améliorer ce taux d'infection. Ça permet évidemment une réhabilitation précoce de ces malades. C'est très à la mode chez les patients standards, mais ça doit l'être aussi pour ces malades-là. Et puis ça permet évidemment de réduire drastiquement le taux de complications et en particulier ce taux infectieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Guillaume, c'est très impressionnant. Puis bravo pour avoir analysé vos données objectivement, les avoir comparées aux autres, vous remettre en cause. Je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas suffisamment en médecine. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Quand vous comparez les populations qui sont prises en charge, Necker, Jean Bergogneau et vous, là, sur le premier travail, c'était les mêmes critères? Parce que c'est vrai que la discordance, elle est très étonnante. Donc, c'est des patients qui sont plus jeunes sur l'étude de Jean et de l'autre fille Milady, bien sûr. Mais sur les critères, ils sont... enfin, après, sur les critères de déformation, le type de pathologie, c'était un peu la même chose. Ouais. Il n'y avait pas de... On n'a pas mis en évidence un facteur explicatif. Bravo, hein, puis bravo pour ce parcours de soins. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. C'est toujours effectivement, c'est toujours très compliqué. Alors, une question là-haut. Oui, juste une question avec votre nouveau protocole périopératoire finalement. Vous avez noté donc effectivement on optimise tous les facteurs pour globaux en fait des patients à risque. Et côté neuro-urologie, j'ai vu que vous faisiez un ECBU. Ma question c'est que s'il est colonisé, est-ce que vous le traitez en périopératoire ou pas? Alors, ce qui est fait, c'est... je peux répondre assez simplement puisque j'ai opéré une patiente hier qui est rentrée dans un contexte de semi-urgence pour cette raison-là. En fait, on fait une infection de on fait un traitement de 48 heures avant préventif. Enfin, préventif. En tout cas, on ne va pas décaler l'intervention pour ces raisons-là parce que c'est des patients qui sont de toute façon... on va faire un ECBU, une fois sur deux, il sera colonisé de toute façon. Donc, on ne peut pas ajourner l'intervention ou espérer les opérer dans une période où on va avoir un résultat stérile. C'est quasiment impossible. Donc, on les traite en pré-op 48 heures avant l'intervention et on maintient le bloc. D'accord. Je vous remercie pour votre réponse parce qu'effectivement, alors à l'époque, avant que j'arrive au CHU de Nantes, par exemple, quand il y avait des pauses de pompe à baclofen, donc ça revient au premier topo, on traitait de manière systématique les OCBU qui étaient colonisés chez les patients qui étaient aux autosondages intermittents propres. Quand je suis arrivée, on a arrêté de faire ça et on n'a pas remarqué plus d'infections, en tout cas en post-op. Pour les problèmes d'arthrodèse, effectivement, donc côté plutôt ortho, c'est vrai qu'on continue à faire un ECBU et à traiter en 48 heures avant le jour J et 48 heures après, un peu comme on fait en uro, pour éviter les infections sur le matériel. Mais ça reste encore une grande question que je crois que professeur Dean va répondre. Répondre, j'ai pas de réponse ferme. Moi, je pense que quand on a 30% d'infection, et c'est la démarche qui a été faite, prendre en compte de manière multimodale les différents éléments et optimiser pour arriver à 2%, c'est pas moi qui vais me battre pour 2 jours de antibiotiques avant. Quoi. Voilà, quand on parle de 5% à beau. 2%, il n'y a pas de discussion à avoir sur des chirurgies compliquées, même si on est un peu militant du bon usage. On n'a pas de données chez le patient neurologique. Alors effectivement, un des moyens indirects de réponse, ça serait de comparer les ECBU que vous avez aux germes opératoires sur votre corps. Et ça sera intéressant de travailler ensemble là-dessus pour voir si effectivement il y a des choses, parce que là, ça a été dit hier, hein, ça a été revu, l'indication de CBU, au terme des procédures urologiques, et on l'a balayé dans la plupart des cas avec un marqueur de risque, mais pas forcément un facteur de risque. Et on sait que sur les prothèses, chez le neurocompétent, il n'y a pas d'intérêt à dépister ni à traiter. Des données de large ampleur chez les patients neurologiques qui ont des chirurgies du rachis, comme a été présenté par Guillaume, et qui sont en autosondage, il n'y en a pas. On fait de l'analogie et on discute. Donc le seul moyen de faire, c'est ce que vous faites, et ça serait intéressant de voir les procédures de Jean, les vôtres, et de suivre ces cohortes. Vous avez celui pré-op. Enfin voilà, en plus vous avez des infectiologues éminents à Saint-Joseph, avec lesquels on travaille très bien, on connaît très bien. Ce serait intéressant de regarder ça pour avoir une espèce de marqueur indirect. Tout ça pour dire que je ne sais pas. C'est la même chose pour la décolonisation nasale. Hein. C'est quelque chose qu'on fait de manière parfaitement empirique. Hein. Donc, mais le rapport bénéfice-risque, en l'occurrence, pour ces malades-là... il est franc. Voilà.
Donc on le fait sans justification scientifique, c'est vrai. Ce qui n'empêche pas d'évaluer au fur et à mesure. Oui, mais Ce qui est l'intérêt. le problème là, c'est que euh, si on voulait apporter la preuve que c'est tel ou tel élément, que ce soit le traitement de l'infection urinaire pré-op démasqué sur le CBU systématique, que ce soit la décolonisation nasale, compte tenu du taux auquel on arrive maintenant, et j'espère qu'il va se stabiliser, enfin voilà, c'est une cohorte de 50 cas, hein. Donc ça fait des événements qui sont peu fréquents sur une population de patients qui est très faible. Donc avant qu'on arrive à mettre ça en évidence, Mais ça on va n'aura être jamais la preuve, hein. Personne ne randomisera ECBU versus Oui, pas c'est ECBU, mupirocine versus pas mupirocine sur ces plateformes. Par contre, continuez à cohorter vos malades en regardant les ECBU pré-op, en regardant les germes péropératoires, ça peut donner un début d'élément qui permet de oui, discuter. tout à fait. Et à mon avis, là, l'enjeu majeur, c'était la prise en charge globale qui a été mise en place, et notamment sur le plan nutritionnel. Absolument. Le fait, effectivement, d'avoir décalé des interventions pour les renutrir de manière efficace avant, je pense que ça, c'est un des éléments qui, sans doute, a le plus marché. Et ce serait intéressant, de manière rétrospective, de regarder, est-ce qu'il y avait un lien entre la dénutrition et les infections. Parce qu'effectivement, c'est quand même des patients qui sont tous quand même avec des IMC très bas. C'est un gros point de fragilité. Et à mon avis, la qualité de la prise en charge nutritionnelle en amont, et qui évidemment se poursuit en post-op immédiat, et je pense qu'il y a un élément très important avec la diminution du risque des infections. Alors, je vous rejoins complètement. C'est quasiment le truc le plus important de Je pense que le l'HDS. CBU C'est pré-op. l'intervention des nutritionnistes. Ils ont tous, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en serais pas capable, mais ils ont tous une évaluation aussi avec un dosage d'albumine, etc. Euh, Au départ, pour vous dire d'où on part, hein, c'est-à-dire que au départ, les moins de 40 kilos, c'était no way, on les opère pas. À Saint-Joseph, c'était comme ça. Et puis, on a descendu la barre à 35 kilos. Et puis, après, on s'est dit, mais ça n'a aucun sens de raisonner sur le poids. On a commencé à raisonner sur le BMI. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des patients qui avaient des BMI qui étaient parfois euh, relativement bas, mais qui ne présentaient pas de signes biologiques de dénutrition évidents. Et en revanche, d'autres des patients, mais comme on peut les voir dans la population générale, obèses et qui ont une hypohémolyémie extrêmement sévère. Et donc, petit à petit, on a implémenté tous ces petits critères, enfin nos collègues nutritionnistes, pour mettre en place des moyens correctifs, voilà, des compléments alimentaires, jusqu'à la gastrostomie dans certains cas. Voilà. C'est le parcours qu'on a fait concernant la prise en charge nutritionnelle. Je crois qu'il y avait une question au fond. Non? Alors peut-être moi, juste dernier. Sur les choses qu'on fait maintenant, notamment la RAC, etc., dans les chirurgies, est-ce que là aussi vous avez les moyens de préparer les patients en pré-op avec de la kiné spécifique ou des choses comme ça, ou c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt, ou qui sont difficilement faisables, ou ils sont déjà tellement handicapés qu'on ne peut pas, voilà. Je pense que c'est ça. C'est au cas par cas. Oui, il y en a quand même qui sont marchands, donc sans doute eux, on peut les préparer le mieux possible. C'est pas pareil de celui qui est effectivement handicapé en fauteuil. Oui, c'est sûr. Donc je n'ai pas regardé ça. Je pourrais regarder la proportion de patients marchands sur la cohorte, mais je pense que 80% des patients qui en font partie sont des patients GMF-CS5. Je pense qu'il y a quand même sans doute un effet positif, rien que sur la partie respiratoire aussi, de les avoir mobilisés, d'avoir travaillé le tonus du tronc. Je pense que il y a sans Alors doute ça, un je bénéfice. ne peux pas répondre et je ne sais pas quels pourraient être ces protocoles. C'est intégré dans la prise en charge globale qui est déjà en cours, et dans le parcours du patient qui peut-être a déjà des rééducateurs référents. Ouais. Effectivement, il peut peut-être leur demander de mettre un peu l'accent en pré-op sur le travail respiratoire, Ouais. sur certaines choses. Et ce qui peut aller avec aussi, c'est prévenir les patients qu'après cette chirurgie, cette arthrodèse, ils vont avoir une modification des appuis au lit et au fauteuil. Et que du coup, il va falloir qu'ils réévaluent les supports à la fois sur le lit et sur le fauteuil pour éviter. Les zones d'hyperappui ne seront peut-être pas les mêmes. Et ça va, du coup, c'est dans la prise en charge aussi post-opératoire, en rééducation, avec d'adapter les supports. Et peut-être
bien les prévenir en amont que ça va pouvoir se modifier. Parce qu'on a eu quelques cas de patients qui avaient eu toute cette prise en charge optimale, qui sortent avec leur arthrodèse parfaite, etc. Et qui du coup finalement reprennent l'assise et se font une escarre, des ischions ou du sacrum en position allongée. Parce que le sacrum qui a été un peu antéversé, enfin voilà, n'a plus exactement le même endroit. Et ça, je pense qu'on peut l'anticiper aussi sur la vigilance et la formation Ouais, du tout à patient, fait. de sa famille et des rééducateurs. Tout à fait. Ouais, enfin, quasiment tous les patients de la série, en fait, ils sont en post-opératoire, enfin, ils devraient en tout cas être réévalués par un ergothérapeute et ils vont bénéficier d'un nouveau fauteuil, hein. Ils sont tous quasiment refaits en post-op, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois même, enfin, j'ai le souvenir d'un ou deux cas de patients, exactement ce que tu dis sur ces sacrums très saillants ou les appuis sur les ischions, qui peuvent développer des escarres même pendant la durée d'hospitalisation, en 7 ou 8 jours, ça va hyper vite. Et donc c'est vrai que ça demande une vigilance accrue. Parce qu'on n'est pas très loin du matériel et on n'aurait pas Oui, envie bien sûr. Ouais. voilà, que ça augmente le risque d'infection. Merci beaucoup. Dernière question, parce qu'une fois qu'on a un chirurgien du rachis, on en profite, on n'en voit plus assez. Nous, infectiologues, on a toujours peur, ce qu'on disait avec Ayat, là, de l'infection. Quand ils s'infectent sur ces énormes tiges là, qui sont monstrueuses, nous, on vous dit il faut tout enlever. Mais bon, c'est facile. Alors, Enfin, en oui, bah, pratique, je veux dire, c'est une est-ce qu'il question. faut, Ouais. laver? Est-ce qu'il faut tout enlever en remplaçant un temps? Est-ce que c'est trop compliqué? Enfin voilà, je pense qu'après, il y a la vraie vie Ouais. il y a le dogme infectiologique qui dit qu'il faut tout enlever, il faut mettre dans une boutique et on verra si on repose, ce qui est évidemment pas faisable. Je pense notamment à la chirurgie vasculaire, par exemple, enfin d'autres choses comme ça. J'aimerais bien avoir ton avis. Donc c'est une question qu'on s'est évidemment posée. Alors je voulais poser une question là, enfin, tout à l'heure, faire le parallèle avec les pompes, parce que bah oui, nous en orthopédie, le matériel c'est quand même notre problème, hein. Donc on est confronté beaucoup trop. Donc pour ces cas de montage bipolaire, ils ont 2 cicatrices. C'est un problème. Ça coule toujours d'un côté mais pas l'autre, la plupart du temps. Et donc la question se pose de savoir si on reprend l'intégralité du montage, des 2 cicatrices pour tout laver, etc. On l'a pas toujours fait et on a eu quelques cas qu'on a réussi à traiter en ne faisant le lavage que de la cicatrice qui était le siège de l'infection macroscopique. On a eu aussi des échecs de lavage et donc on a tout repris pour tout relaver. Donc ça rejoint la question que je voulais poser un peu sur quand ça flash à un endroit sur le cathéter et pas sur la pompe, etc. Ou quand on fait des changements en un temps. Bon, nous, ma patronne dans le service, elle me disait non, mais les bactéries, elles ne connaissent pas l'anatomie de toute façon. Donc, s'il y en a là, il y en a partout. Et voilà. Et quand on fait un changement en un temps, quel que soit le type d'indication, c'est un changement complet systématique si l'infection est avérée. Ça, c'est sûr. Voilà. Euh, Là, en ce qui concerne le rachis, je ne vais pas rentrer dans les détails du biofilm, mais globalement, je ne sais pas pourquoi on a moins d'échecs des lavages simples dans le cadre du traitement des infections aiguës que pour les chirurgies de prothèse. Et donc, on va un peu plus loin dans les indications de lavage simple pour les infections aiguës, qui surviennent, comme je l'ai dit, en moyenne entre la 3e et la 4e semaine. Et en général, on arrive à les traiter. Probablement que quand même, ce qu'il faut faire, c'est reprendre les 2 cicatrices, laver ça communique, hein, le long des tiges, on passe des seringues et puis on voit l'eau qui coule de l'autre côté par l'autre cicatrice. On lave en grand et puis on a l'antibiothérapie post-op. En général, c'est 3 mois quand on n'a pas changé de matériel ou qu'il reste du matériel. Et donc voilà, donc lavage simple pour les infections aiguës. En général, on s'en sort. Le problème, c'est les infections chroniques, comme le premier exemple que j'ai montré. Il n'y a pas d'autre solution que de faire une ablation de matériel complète. Et la dépose-repose, en fait, elle va se discuter en fonction de l'ankylose vertébrale, de la fusion osseuse. Si on est très à distance et que la fusion est acquise, ça pose aucun problème. On enlève le matériel et puis traitement 6 semaines et en général, on s'en sort. S'il y a des zones qui ne sont pas complètement ankylosées ou alors qu'on est dans cette période, parce que là, en fait, l'ankylose, on espère qu'elle va se faire, mais elle va se faire dans les 4-5 ans qui vont venir. Et donc, 4-5 ans, s'il y a une infection qui survient à ce délai-là, on est encore. Enfin, c'est une infection chronique, mais on est encore dans une période de non-consolidation complète.
Et donc, on n'a pas été confronté à ce cas. Pour l'instant, les cas d'infection qu'on n'a pas réussi à traiter, on a fait les ablations complètes. Notamment, c'est un jeune que j'ai fait il y a 6 mois, je crois, paraplégique, qui... alors, c'est un contexte un peu particulier parce qu'il avait été opéré à Necker, il a cassé ses tiges. Je l'ai repris pour faire le montage que je vous ai montré là. Et reprise, infection, on a un taux d'infection qui est beaucoup plus important sur les reprises et retentions, comme je l'ai dit. Et on a été obligé de faire une ablation complète du matériel. Il n'est pas parfaitement solide et il est reparti avec un conflit costo-iliaque qui gère, mais qui le gêne vraiment. Et donc, il y a une vraie discussion de le réinstrumenter. Voilà, donc c'est des parcours compliqués. Mais donc, jamais de lavage sur des infections chroniques. Non.